Inquiétante, fascinante, l'intelligence artificielle fait débat dans la société. On en parle tout de suite avec mes invités. Raphaël Glucksmann, essayiste et philosophe, Philippe Sueur, professeur de droit et maire d'Enghien, Jean-Claude Audin, professeur, chercheur et auteur, Guillaume Dumas, docteur en neurosciences, ils étaient tous aux entretiens médicaux d'Enghien pour le grand débat sur l'intelligence artificielle. Les GAFA sont divisés par rapport à l'intelligence artificielle. Il y avait un article très intéressant dans Time Magazine qui disait la AI will save us or slave us, donc va nous sauver ou va nous rendre esclaves. Et alors, vous allez voir, ils ne sont pas tous d'accord sur l'intelligence artificielle. Elon Musk, c'est Tesla, Hyperloop, SpaceX. Donc lui, on ne peut pas dire que ce soit vraiment rétrograde. Hein. Le gars a des projets plutôt futuristes. Et il dit l'intelligence artificielle, c'est la plus grande menace pour l'humanité. Bill Gates, pareil, bon, pas forcément un rétrograde, il dit que la révolution de l'intelligence artificielle basse devrait être positive si on sait l'exploiter correctement, mais que l'intelligence artificielle forte pose problème et qu'il ne comprend pas les gens qui ne comprennent pas que ça pose problème. Ray Kurzweil, lui, alors c'est l'inverse, lui il pense que l'IA atteindra le niveau humain en 2029, hein, c'est bientôt, c'est quelques années après les Jeux Olympiques à Paris. Alors il n'a pas dit à quelle heure, en 2029. Il nous prédit plein de bonnes choses dans le domaine de la santé et de l'environnement. Seul bémol, lui-même reconnaît du bout des lèvres qu'il faudra savoir contrôler l'intelligence artificielle. Nick Bostrom, qui est un directeur de l'Oxford Institute, s'interroge sur la prise de contrôle de l'intelligence artificielle qui crée un monde parfait, qui arriverait à résoudre tous les problèmes, mais il compare ça à une sorte de Disneyland où il n'y aurait pas d'enfants. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en profiterait pas de cette intelligence artificielle. Voilà. Enfin, donc, les hommes n'ont jamais su résister au progrès technologique. La technologie, elle est porteuse du meilleur comme du pire. On l'a bien vu à l'imprimerie, ça a servi à imprimer la Bible, Mein Kampf, et puis Selfish, c'est le dernier best-seller de Kim Kardashian. Donc, on voit que ça peut servir à tout. Donc, et l'éthique dans tout ça, Philippe Sueur? Je pense qu'elle est. D'abord, il y a la prise de conscience. Cette prise de conscience n'est certainement pas réalisée parce que je pense qu'on est encore dans l'euphorie, c'est-à-dire du confort. Les applications, ce sont des centaines d'applications qui chaque jour sont ainsi inventées. C'est la capacité des GAFAS, puisque elles sont évoquées ici, dans l'anonymat le plus total, donc dans un silence, à stocker la capacité d'une gouvernance économique et, à un moment donné, une gouvernance qui va totalement bouleverser les comportements humains. Nos relations sociales sont déjà modifiées. Un effet terrier, une société dite liquide, tous les sociologues ici s'accordent pour constater cette évolution. Donc il faut prendre conscience de tout ça. Je pense que c'est la première chose. Parce qu'il y a la fiction, effectivement, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, au fond, de l'humanoïde ou des humanoïdes qui vont devenir quasiment ou autonomes totalement. On n'en est pas là. Là, c'est entre les mains d'hommes, donc d'une gouvernance économique qui peut devenir politique. Les premières phrases que vous avez livrées sont absolument centrales, parce que ça peut aussi, et ça sera peut-être un instrument politique qui conduit à un renversement du monde, c'est un retournement du monde, et je ne vois pas aujourd'hui, à part quelques voix, les essayistes, des scientifiques éclairés, alerter sur ce risque majeur qui est celui de notre humanité. Raphaël, il y a des paradis fiscaux, on sait ce qu'on y fait, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui, ou est-ce qu'il y aura des enfers éthiques où justement on pourra faire n'importe quoi? Tout dépend de nous. La situation n'est pas aujourd'hui dans un état incontrôlable, mais ce qui est certain, c'est que si nous continuons à laisser, en gros, la technique, qui est un outil, ou devenir une fin, et surtout un outil entre les mains de quelques-uns qui ne répondent pas devant l'opinion publique, devant les structures légales, qui en gros, échappent au commun des mortels, là, oui, on se prépare à un enfer éthique. Il y a deux possibilités, vous savez, on spécule souvent sur les robots. Robota, ça vient de robota en tchèque, qui veut dire
corvée ou travail forcé. Il y a la vision, c'est Michel Serres qui porte cette vision en philosophie, qui dit on est passé du moment où l'humanité, au moment de l'Antiquité, avait besoin de réifier l'homme en créant des esclaves, l'homme devenu chose, pour pouvoir vivre bien. Et donc, ça a créé une situation abjecte du point de vue humain. On passerait à une autre situation où on pourrait, en quelque sorte, humaniser la chose pour que l'homme n'ait plus besoin de réifier son voisin. Donc, en gros, les tâches qui peuvent être remplies et qui, par les machines, le soient par les machines, ce qui libérera l'homme. Mais il y a une autre vision qui est tout à fait possible s'il n'y a pas un contrôle éthique et politique sur ce processus, c'est que la machine serve à une caste d'hommes pour rendre esclave une majorité d'hommes. Et c'est fascinant, si vous avez cité des noms, c'est fascinant de voir chez certains penseurs, ou je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, transhumanistes de la Silicon Valley, à quel point ils ont intégré le fait, et ils le démontrent même de manière utopique, intégrer le fait que grâce à la technique, grâce à la science, grâce à l'intelligence artificielle, finalement, nous reviendrons enfin à un système de caste. Et qu'il y aura les gens qui vivront 400 ans, les gens qui bénéficieront des données et des informations, et les autres, qui seront en fait un retour aux images de Fritz Lang dans Metropolis, c'est-à-dire des masses complètement inutiles parce que restées simplement humaines et faibles. Philippe Sueur, vous vouliez réagir et après on donnera la parole de ce côté-là. C'est ce que Yuval Harari vient de publier dans Homo Deus, où nous nous trouvons exactement sur ce spectre, où on a effectivement, lui fait l'histoire du futur. Et dans cette histoire du futur, il nous amène une religion qu'il appelle le dataïsme, où on a les deux castes, ceux qui détiennent le pouvoir, et puis un monde de milliards d'hommes qui ne servent plus à rien, qui sont un monde quasiment réifié. Si je peux juste ajouter un mot, le paradoxe absolu de cette situation, mais c'est vraiment un paradoxe dingue, c'est que des ultra-libéraux de la Silicon Valley vont aboutir à une société, et moi j'y suis allé très jeune, j'ai vu l'héritage de ça, à une société qui ressemble à la société soviétique. C'est-à-dire où il y avait 5 classes dans les trains et une imperméabilité absolue entre les différentes classes. Alors à l'époque, c'était la carte du Parti communiste et son niveau dans le parti qui définissait des castes, mais là, ce sera l'accès aux data et la maîtrise des processus. Alors, les scientifiques, on fantasme là. Accusés, là. Non, mais on vous demande, on fantasme ou on y va tout droit? Homme augmenté, homme minoré, est-ce qu'on va tout droit vers le transhumanisme? Allez, je vous pose la question, Guillaume, en premier. Vous êtes le plus jeune, vous allez voir ça, vous. Okay, ouais. Moi, le transhumanisme, je me suis intéressé, dès que ça a émergé en France, j'allais les voir un peu dans leurs colloques. Et ce qui m'a frappé, en fait, c'est justement ce sensationnalisme, cette projection dans le futur avec de la science-fiction et une déconnexion avec des réalités du présent qui sont déjà là, des problèmes éthiques qui sont déjà là, liés à la gouvernance algorithmique, liés à justement déjà des castes. Il n'y a qu'à voir le système de santé américain. On est déjà quand même avec des gens qui peuvent se guérir et d'autres pas. Et effectivement, avec... Ça, c'est de l'injustice, c'est pas du transhumanisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le transhumanisme écarte finalement des réflexions qui sont déjà nécessaires dans le présent en faisant réfléchir à des questions qui sont potentielles. Alors avant de se poser la question de quels seront les rapports matrimoniaux quand on vivra 400 ans, il faudrait peut-être se poser la question comment on a des gens qui vivent dignement dans une société. Et c'est ce décalage qui est assez délicat. En une minute, est-ce qu'on est les derniers hommes bio, Jean-Claude Dodin? Est-ce que bientôt on va être... Non, c'est pas fini. Je pense qu'on a encore de belles années et de bonnes générations devant nous. C'est vrai que le transhumanisme, je pense qu'il n'y en a aucun à cette table. Je dirais son seul intérêt, c'est de mettre sur la table des expériences de pensée qui nous poussent justement à nous projeter et à réfléchir en termes d'éthique, en termes de droit. Maintenant, comme le disait Guillaume, quand on épluche un petit peu une façon précise qu'il y a techniquement, scientifiquement derrière, il faut bien avouer que ça tombe assez rapidement. Et donc, il n'y a pas trop d'inquiétude dans les années qui viennent, même si, effectivement, on peut... Par exemple, la singularité technologique, 2030 ou 2040, une IA qui prendrait en main la destinée humaine, il serait très
peu de chances d'arriver, c'est complètement improbable, et tout simplement parce que Kurzweil confond l'intelligence avec la puissance de calcul. On peut faire des programmes très bêtes, et c'est pas parce qu'on augmente la puissance de calcul qu'ils vont devenir d'un seul coup. C'est pas l'ordinateur quantique qui va nous... non, je sais pas, vous rigolez. L'ordinateur quantique, on en discutait tout à l'heure, parce qu'il y a plein de gens qui prennent des choses très compliquées qu'on ne comprend pas, avec d'autres choses compliquées qu'on ne comprend pas, genre par exemple la mécanique quantique et la conscience. On mélange les deux, on a une théorie quantique de la conscience, et on prétend que ça explique les deux, ou au moins un des deux. Donc ça, c'est épistémologiquement très questionnable. Mythe par réalité. Homme augmenté, homme minoré, Raphaël? Non, pas nécessairement. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut être athée dans son rapport à la technique, c'est-à-dire que homme augmenté. Il n'est par contre pas amélioré, ça c'est certain, et il n'est pas non plus minoré. C'est simplement l'homme qui va décider de ce qu'il va faire de cela. Et là, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez en accusation, vous êtes tout sauf en accusation. Moi, je suis en émerveillement devant les progrès de la technique, et je pense qu'il faut une stratégie d'aide à la recherche. Il faut mettre en place les conditions pour que la recherche puisse aller encore même peut-être plus vite. Mais par contre, il faut réfléchir politiquement à comment on accueille les résultats de la recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser la technique avancer sans que la conscience en prenne la mesure. La politique, ça va être notre dernier volet. Le mot de la fin, Philippe Sueur, en une minute. Il y a quand même de l'espoir, parce que nous avons par exemple au CNAM un laboratoire, que le laboratoire Médiation des techniques et des sciences en société, dont l'interrogation centrale est celle-là. Justement, les sciences, les technologies dans le rapport au sociétal. Ce qui veut dire que la prise de conscience est tout de même amorcée, et en particulier par les scientifiques eux-mêmes. Je dois dire que ce laboratoire qui travaille avec des juristes, avec un laboratoire notamment de Paris-Nord, sur notamment la robotique et les sujets de droit qui seraient liés à l'utilisation de ces machines. Passionnant. Noïdes, mais machines. Passionnant. Le débat continue sur Via Grand Paris. Ne manquez pas la suite de notre série spéciale sur l'intelligence artificielle. À très bientôt.